Votre journal Afrique avec au sommaire ce soir, Mortel Dahaka, du nom de cette retraite spirituelle musulmane qui a tourné au cauchemar au Sénégal, à Médina Gounass, à plus de 500 km de Dakar, un incendie géant qui a fait 22 morts et une centaine de blessés. Et puis la Centrafrique sous l'objectif ou comment raconter en photo le quotidien d'un pays en guerre. Le photoreporter William Daniels est notre invité. Il publie RCA, un recueil d'une cinquantaine de clichés pris sur place entre 2013 et 2016. Plus le Monde Afrique, la séquence du jeudi avec Laureline Savoie qui vient nous parler de la face obscure de la capitale ivoirienne, Abidjan Underground, les oubliés du boom économique qui touche la cité phare du pays. Et bonsoir à tous depuis Paris. D'abord la Côte d'Ivoire dans l'affaire du Novotel. Les avocats des accusés ont terminé leur plaidoirie en toute fin d'après-midi. Le verdict est attendu. Les faits remontent à 2011, en pleine crise ivoirienne. L'enlèvement et le meurtre de 4 personnes, dont 2 Français. Nous sommes en ligne avec Angerman Niani à Abidjan. Angerman, bonsoir. Que sait-on de plus pour l'instant? Où en est-on? Alors, il faudra certainement attendre quelques heures avant de connaître le verdict de ce procès des disparus du Novotel. Depuis 2 heures, la Cour s'est retirée pour délibérer. 10 personnes, dont 4 officiers de l'armée ivoirienne, sont poursuivis pour enlèvement, séquestration, assassinat et disparition de corps de 4 expatriés, dont 2 Français. Nous étions en avril 2011, en pleine crise post-électorale. Le parquet avait requis l'acquittement, mais surtout de lourdes peines contre les 4 officiers, notamment la prison à vie pour le général de Goblet, le patron de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo. Dans quelques heures donc, on devra connaître l'issue de ce procès, mené depuis 2 mois dans des conditions de transparence et d'équité saluées par tous. Mais 2 questions demeurent. Qui a donné l'ordre de tuer ces 4 otages et pourquoi? Et puis où sont les corps de 3 des 4 disparus du Novotel? Seul toujours le corps du Français Yves Lamblin a été retrouvé et formellement identifié. Voilà les précisions d'Angerman Niani à Abidjan pour TV5 Monde. Merci. En bref, l'ancien bâtonnier du barreau de Lubumbashi, Jean-Claude de Moyambo, a vu sa peine alourdie en appel devant un tribunal de Kinshasa. 5 ans de prison pour cet opposant à Joseph Kabila en RDC, condamné pour une affaire d'escroquerie, précisément pour vente illégale d'un immeuble et détention illicite de documents. Retour maintenant sur cet incendie survenu hier, mercredi, lors d'une retraite spirituelle au Sénégal. Un rassemblement musulman dans le sud-est du pays, dans la région de Tambacounda. Les causes du sinistre ne sont pas connues, mais on sait qu'il y a au moins 22 morts et une centaine de blessés. Bastien Bory, Robin Monjanel. L'incendie vient tout juste de se déclarer quand ces images sont tournées. Au milieu d'une foule de pèlerins paniqués, des sapeurs-pompiers lancent à la main, tentent de cerner ces flammes de 10 mètres de haut. Il leur faudra plusieurs heures pour en venir à bout et établir le premier bilan. 23 personnes ont péri, 17 autres sont gravement blessées. Ce matin, pendant que les victimes identifiées étaient enterrées, la population essayait de mettre un nom sur les corps calcinés. Il y a eu beaucoup d'émotions à la prière mortuaire. Et comme vous le voyez, les fidèles sont en train de s'affairer autour du reste. Car de la partie qui a brûlé, il ne reste qu'un squelette. Chaque année, des milliers de pèlerins se rejoignent ici, à Médina Gounass, pour un événement religieux déjà endeuillé dans un passé récent. En 2014, une partie du site avait été détruite par un incendie similaire. Le président sénégalais Macky Sall a une nouvelle fois présenté ses condoléances aux familles et assure que le béton remplacera bientôt ces installations de paille. En bref, on l'a appris dans la journée, un lycéen français a été enlevé lundi à Antananarive, à Madagascar. L'adolescent allait en cours. Un rapt spectaculaire mené par 6 hommes cagoulés, armés de fusils d'assaut. Il était 6h30 du matin. Un groupe de policiers était pourtant à proximité, mais il n'a pas pu intervenir. Du nouveau en Égypte, les enquêteurs affirment avoir identifié le kamikaze auteur de l'attentat commis dimanche dernier contre une église copte d'Alexandrie. Il s'agit d'un Égyptien de 21 ans. L'état d'urgence est toujours en cours, mais la minorité chrétienne reste très inquiète. Maud Roubaud, Patrick Didier. Dans le quartier de Choubra, les chrétiens s'apprêtent à fêter Pâques. Ce sera sans faste et dans la peur d'un nouvel attentat.
L'Église copte a appelé ses fidèles à limiter les célébrations. La prochaine fête se passera normalement et je ne quitterai pas le quartier. Mais j'ai peur d'aller à l'église la veille des fêtes. J'ai peur qu'il se passe quelque chose de grave, faute de sécurité dans ce pays. Beaucoup de coptes tiennent le même discours. Agressions, incendies d'églises sont devenus courants. Pour eux, le président Al-Sisi n'a pas tenu ses promesses de lutter contre l'idéologie djihadiste. Le discours religieux à la mosquée incite à la malveillance envers les chrétiens et appelle à la haine. Les jeunes exercent ensuite leur violence contre les chrétiens. Pour lutter contre le terrorisme, le gouvernement a choisi la répression. L'état d'urgence a été décrété pour 3 mois. Il étend notamment les pouvoirs de la police en matière d'arrestation. Ça n'affectera pas les gens qui n'ont rien à se reprocher. C'est fait pour lutter contre le terrorisme et les groupes terroristes dans le Sinaï et ici. Ça aidera à garder le contrôle et à protéger l'État et ses institutions et les lieux de culte. La vigilance des forces de l'ordre sera mise à l'épreuve fin avril. Le pape François a décidé de maintenir sa visite en Égypte. Il rencontrera le patriarche d'Alexandrie, mais aussi le grand imam d'Al-Azhar. 1 an après le retour officiel de la Centrafrique dans le cortège des pays de la francophonie, Michaël Jean s'est rendu à Bangui, une visite de travail pour la secrétaire générale de la francophonie. Écoutez-la. Nous sommes heureux d'entendre les Centrafricaines et les Centrafricains nous dire combien notre présence a été importante pour le renforcement des institutions durant tout le processus de transition et pour la suite également. Donc nous avons été là, je dirais, pour porter et renforcer les institutions. Nous venons aussi pour nous associer et accompagner le plan national pour le redressement et la consolidation de la République centrafricaine. C'est le moment de le faire. Voilà, et la Centrafrique, on en parle aussi à travers des photos, des clichés qui racontent le pays. Ils ont été pris par notre invité, William Daniels. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes allé une dizaine de fois en Centrafrique et les photos rassemblées dans ce livre, RCA, ont été prises entre 2013 et l'année dernière, c'est ça, hein? Exactement. Et vous aviez donc beaucoup de matière, environ 50 000 photos. Comment fait-on pour n'en retenir finalement que 50 ? C'est un très long processus et on travaille sur la maquette avec. J'ai travaillé avec une jeune personne qui s'appelle Charlotte Guy qui a designé le livre, directrice artistique et on échange beaucoup et on colle des images sur les murs et on regarde ce qui va ensemble, etc. Et au bout d'un moment, on arrive à cette sélection de 57 ou 58 images. La couverture, on la voit. C'est une photo d'arbres dévastés qu'on comprend mieux d'ailleurs, hein, puisqu'elle est à l'intérieur du livre avec un deuxième arbre en arrière-plan. On va peut-être la voir. Non, en tout cas, on a le sentiment. Voilà, la photo. Donc un arbre dévasté, un arbre qui lui ne l'est pas. Et au milieu, un chemin, c'est quoi? C'est le chemin entre le désarroi et l'espoir? C'est vrai qu'on peut y voir ça. Moi, quand j'ai fait cette photo, je pensais pas spécialement à ça, mais on peut voir ça après coup, pourquoi pas. Moi, j'aimais beaucoup cette image parce que c'est juste une ambiance d'après-tempête. Il y a eu une grosse bourrasque, c'était au mois de mars, et il y a ce genre de tempête à cette époque-là en Centrafrique. Et il y a cette lumière assez particulière, un ciel je trouvais assez beau, et je trouvais qu'il y avait un peu de nostalgie ou de désespoir un peu dans cet arbre, notamment celui de gauche qui est donc du coup la couverture, et je trouvais que ça pouvait coller un peu avec cette Centrafrique que j'ai connue pendant mes séjours là-bas, quoi. Un livre qui parle aussi des richesses du pays, notamment de la mine d'or de Ndassima. On a l'impression, on va la voir d'une ruche, vous voyez, surtout avec cette couleur, ces mines d'or qui sont finalement le levier économique, un des leviers économiques du pays. Oui, et c'est la plus grosse mine d'or de Centrafrique et qui était jusqu'à il y a pas longtemps contrôlée par un chef de guerre qui s'appelle Ali Darras, qui est issu de la Seleka, donc la Seleka qui a pris le pouvoir en 2013 et qui est à l'origine de toute cette crise, c'était une manière pour Darras de se financer. Alors il est plus dans cette région-là, il a été sommé de partir par la MINUSCA, mais j'ai cru comprendre en parlant avec des collègues que c'est un autre chef Seleka, Noureddin, qui aurait repris le contrôle. Donc c'est un peu un code empoisonné pour ce pays, toutes ces mines d'or, et il y a beaucoup de diamants aussi, puisque en fait, au lieu de faire vivre la population, elles servent à enrichir des groupes
de miliciens, des groupes rebelles. Un mot de ces chercheurs d'heures, et notamment à travers un portrait, on va en voir un, il est en tenue atypique, voilà, on le voit ici, c'est une tenue de cycliste, ça. Ouais, c'est une tenue de cycliste, je lui ai pas demandé où est-ce qu'il l'avait trouvé, mais je le trouvais vraiment beau avec sa tenue, puis lui, il était très fier de poser avec. La pêche aussi. La pêche aussi, on va en parler avec voilà, cet homme qui a ses vêtements trop grands, et ses pieds dans l'eau, c'est quand même assez significatif. C'est un dimanche matin, cet homme allait ou venait de la mer, je sais pas, c'est une image qui a été faite très rapidement, j'ai pas échangé avec lui, contrairement à d'autres photos. Mais donc il était habillé évidemment pour la messe, et je pense qu'il était passé rendre visite à ses collègues qui pêchaient ce matin-là. Et il a apparu comme ça, avec cette lumière incroyable du matin en contre-jour. En face, c'est le Congo. Et voilà, il a cette espèce de posture comme ça, assez très très puissante. Vous n'êtes pas toujours en interaction avec les gens, vous leur parlez pas forcément. Pas tout le temps. Et des fois, c'est même mieux en fait d'être un peu caché derrière son appareil pour réussir à garder une distance. Ça permet d'avoir des images un peu plus fortes. Évidemment, on passe beaucoup de temps autour des images, à discuter avec les gens, à échanger, bien sûr. Le temps passe vite. Alors quand même, on va parler des milices, des anti-Balaka. On va les voir qui ont déambulé sur la route. On va aussi voir une photo où il y a 3 personnages de ces anti-Balaka. Peut-être qu'on la verra, ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà les milices. Et puis celle qui suit, qu'on voudrait voir, qui serait intéressant de voir un peu les 3 personnages qui sont très très différents. Voilà. Dont ce personnage qui est dans l'arbre. On ne sait pas qui c'est. Non, alors j'étais avec une collègue, j'étais avec Camille Lepage qui est décédée après en Centrafrique quelques mois plus tard, et on avait rejoint ce groupe de 25 anti-Balaka la veille de la grande attaque sur Bangui qui a fait plus de 1000 morts. Et on est là à 1 heure de route de Bangui, et cet homme qui les accompagne, je pense c'est un villageois des alentours qui est venu les accompagner et qui est content de voir les anti-Balaka arriver, puisque les anti-Balaka venaient pour libérer Bangui de la Séléka. Très bien, on a vu, et il y a beaucoup d'autres photos qu'il faut voir, donc on vous invite à voir ce livre RCA qui raconte donc à votre manière la Centrafrique. Merci à William Daniels d'être passé par le journal de TV5. Merci à vous. Zoom maintenant sur le nord-est du Nigeria, dans l'état de Borno, dans une zone qui connaît la famine, mais qui est surtout la cible de Boko Haram. L'organisation djihadiste fait tout pour la transformer en base arrière islamiste. Au milieu, une population désemparée. Ndare Kalinglopi, Emmanuel Marty. Il a tout perdu. Avant l'arrivée de Boko Haram, Banagana Meaba vivait paisiblement avec toute sa famille ici, à Dikwa, à plus de 900 km au nord-est de la capitale. Depuis le départ des terroristes, difficile pour ce chauffeur de reprendre une vie normale. Boko Haram m'a chassé de ma maison et j'ai fui vers un village voisin. Quand je suis revenu, j'ai constaté qu'ils avaient brûlé ma maison avec tout ce qu'il y avait. Sous la pression de l'armée, les membres de l'organisation terroriste ont fui la ville, et cela fait 7 ans que Boko Haram s'efforce de créer ici au nord-est du Nigeria un État islamique. L'arrivée des insurgés dans la région a profondément détérioré les conditions de vie des habitants de Dikwa. Sans travail, sans récolte, une grande partie de la population souffre de la faim. Alors pour nourrir sa famille, Banagana Meaba se rend ici, à un point de distribution du Programme alimentaire mondial. Maïs, riz, l'organisation tente de venir en aide aux populations les plus fragiles. Nous faisons reculer les conditions de la famine dans l'état de Borno, où nous avons près de 2 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire immédiate. Le premier défi est le financement. Dans 4 à 6 semaines dans le nord-est du Nigeria, nous manquerons complètement de fonds. Même si les conditions de vie se sont améliorées, l'insécurité reste le principal obstacle à l'accès à l'aide humanitaire au Nigeria. Voilà, et c'est l'heure de la chronique Le Monde Afrique. Bonsoir, Laureline Savoie. Bonsoir. Aujourd'hui, direction la Côte d'Ivoire, où nous emmenez dans l'Abidjan Underground.
Oui, c'est une série de reportages signés Ralia Kadiri et illustrés par Josias Kindia. Notre contributrice nous emmène dans découvrir la face obscure de la ville ivoirienne, une ville en plein boom économique, mais pour qui le retour dans cette économie globalisée depuis 2012 s'est accompagné de trafics en tout genre, que ce soit le proxénétisme, la contrebande de médicaments ou encore le narcotrafic. Et justement, ce reportage nous plonge au cœur de lieux interdits, défendus, où se trouvent les oubliés du développement de la cité ivoirienne. Oui, notamment des lieux de prostitution, un monde où évoluent plusieurs sphères, notamment celui des prostituées marocaines, dont les premières sont arrivées il y a une vingtaine d'années. À l'époque, une clientèle libanaise et expatriée cherchait des jeunes femmes à la peau claire et de préférence arabophone. Autre point qui a facilité leur installation, et la facilite toujours, la loi ivoirienne qui ne condamne pas la prostitution. Elle condamne le racolage et le proxénétisme, mais pas la prostitution. Alors ces jeunes filles, elles viennent pour la plupart de Casablanca. Elles pratiquent les tarifs les plus élevés de la métropole, 80 000 à 100 000 francs CFA la passe. Elles peuvent être attachées à des cabarets, donc être sous l'autorité d'un proxénète, ou être totalement indépendantes. Et notre journaliste a rencontré une de ces freelances. Elle a su tisser son réseau. Sa cible, ce sont surtout des hommes d'affaires, et elle a confié à notre journaliste qu'elle pouvait gagner jusqu'à 3 000 € par mois. Et puis, troisième sphère dans ce monde de la prostitution, les Ivoiriennes qui sont officiellement serveuses, mais qui sont aussi géreuses de busy, c'est-à-dire qu'elles font du business avec le sexe. Et donc, elles peuvent gagner, les passes sont autour de 20 000 à 40 000 francs CFA. Et il n'y a pas que la prostitution, il y a aussi le trafic de médicaments et le trafic de drogue. Oui, à Abidjan, il y a une centaine de fumoirs. Alors, l'organisation de ces lieux est très hiérarchisée. Vous avez un chef, le babatché, des sous-chefs, des guetteurs, des vendeurs des différents types de médicaments. Très codifié, oui. Très codifié. Et puis aussi, par exemple, le zébier qui loue les accessoires. À la tête de ces organisations, très souvent, vous trouvez un Nigérian, parce qu'il faut savoir que la mafia nigériane contrôle depuis les années 80 en Afrique de l'Ouest le trafic de drogue. Ce sont eux qui gèrent les centres de transformation de la cocaïne en crack, la drogue du pauvre. Ce sont eux aussi qui approvisionnent ces fumoirs en doses. Alors une dose, c'est quoi ? C'est un cocktail de crack, d'héroïne et de cannabis, le tout roulé avec du tabac. Et ça vous offre, entre guillemets, un voyage de 3 à 4 heures. Alors le Nigeria, c'est aussi le pays qui fabrique les méthamphétamines. C'est une drogue de synthèse très addictive qui fait des ravages à Abidjan, mais aussi dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et je vous invite à lire toute cette série de reportages très intéressante et très riche, très documentée. Merci Laureline Savoie. Donc cette série Abidjan Underground à lire sur le site web de Le Monde Afrique, et 6 épisodes à découvrir en ligne. Merci. Et voilà, c'est tout pour ce Journal Afrique. Édition à retrouver dans quelques minutes sur notre site web et sur Facebook. Demain et jusqu'à dimanche, vous retrouverez Nidia Paliakara. À bientôt.